première table ronde de ce deuxième jour. Je vais avoir le plaisir de modérer l'échange. On va y parler sans transition de quelque chose de fondamental pour le secteur du luxe. Je veux parler de l'expérience. La question va être de savoir en quoi est-elle nécessaire. Est-ce que la technologie est devenue un game changer? Que doit-elle apporter aux consommateurs? Pour répondre à toutes ces questions, j'ai un plateau de 4 intervenants que je vous demande d'accueillir. Nathalie Célia pour la maison Bucherer, Élise Ducret pour la maison L'Oréal et Carita, et Nicolas Rebet, fondateur de Retailoscope. Alors, merci d'être avec nous ce matin. Ça va ? Ça va et toi? Merci d'être avec nous ce matin. Donc Élise, vous êtes l'instigatrice de cette table ronde et pour cause. Vous avez été précédemment, jusqu'à il y a très très peu de temps, Global Retail Transformation Director pour L'Oréal Luxe. Depuis le mois de septembre, DGA de la maison Carita. Donc l'expérience est un sujet que vous maîtrisez autant du côté masse que du côté luxe. À vos côtés, vos invités Nathalie. Nathalie, vous êtes directrice générale de la maison Bucherer, aux commandes donc, de cette maison qui a été créée en 1888 par Monsieur Bucherer. En 1919, pour la petite histoire, les deux fils lançaient leur première montre, ce qui fait que depuis, vous êtes sur une double vision créateur-distributeur avec 111 points de vente. Et à vos côtés, Nicolas, merci d'être avec nous. Donc, vous êtes fondateur du cabinet de conseil Retailoscope. Ça veut dire que vous analysez le retail sous toutes ses coutures, l'expérience client, luxe et beauté. Et vous aidez donc des grandes maisons à affiner, optimiser leur stratégie d'expérience client, identifier les nouvelles tendances. Et c'est donc tout naturellement à vous que va s'adresser ma première question, puisque avant de comprendre ce que doit porter l'expérience, je voudrais comprendre ce qu'elle représente aujourd'hui pour le secteur du luxe. Écoutez, merci pour votre invitation. Finalement, en fait, l'expérience dans le luxe est finalement indissociable du produit. D'un côté, on va avoir un produit qui est construit sur l'excellence, et d'un autre côté, cette expérience en boutique, en fin de chaîne, qui doit être l'équivalent de ce que le client va trouver. Et finalement, si vous avez un produit à très haute valeur ajoutée et que de l'autre côté, vous avez une expérience très faible en boutique, il va y avoir une dissonance entre les deux. Et finalement, l'expérience en boutique, c'est également un passage de relais entre les dizaines de personnes qui ont travaillé en amont pour produire un produit de qualité et derrière une transmission au consommateur. Si on prend l'exemple d'une montre qui a nécessité X heures de travail pour réaliser le meilleur chronographe possible, il faut qu'on continue son voyage à travers un storytelling qui va être fait par le conseiller de vente en transmission avec le client. Et d'ailleurs, on le voit de plus en plus, c'est que les clients sont intéressés par le voyage de la montre, par la connaissance technique, finalement beaucoup plus qu'avant. On le voit dans la joaillerie, l'horlogerie et bien d'autres produits également. Nathalie, vous aviez également un point de vue sur ce sujet? Oui, alors juste pour rajouter par rapport à ce que disait Nicolas, aujourd'hui c'est sûr que notre société est devenue de plus en plus expérientielle. C'était vrai à l'époque, mais c'est encore plus vrai. Le client a besoin de personnalisation, il a besoin d'être reconnu, il a besoin d'être quelqu'un qui n'est pas un simple numéro. Et ça, c'est vrai pour le produit, l'expérience, la reconnaissance, mais la concurrence étant de plus en plus accrue, c'est encore plus important. Donc nous, ça nous oblige à nous réinventer, ce qui est très bien finalement pour le client, parce que cette petite concurrence et cette petite course à l'expérience va lui bénéficier, c'est tout ce qu'on demande. Alors Élise, pour vous, il est surtout question, en fait, l'expérience va jouer dans la nouvelle bataille du siècle, qui est la bataille de l'attention pour le retail. Tout à fait, ça c'est un des enjeux qu'on voit depuis quelques années avec l'émergence des réseaux sociaux. Donc capter le consommateur, le client, le fidéliser, le retenir, donc lui apporter une expérience qui va au-delà du produit. Ce qu'on voit dans l'industrie de la beauté, c'est que cette expérience, elle va se matérialiser avec du service. Et c'est cette économie servicielle qui va se développer dans les années à venir. En tout cas, nous, ce qu'on est en train de mettre en place chez L'Oréal sur l'ensemble de notre marque. On voit aussi émerger des nouvelles destinations éphémères sur toutes les marques du luxe, dans la mode, mais pas que dans la mode, dans la beauté, etc. également, où effectivement on essaye de toujours capter cette attention du consommateur. C'est très important encore plus au luxe parce que
quand on perd un client, il faut parfois retrouver 10 autres clients pour essayer de le remplacer dans sa valeur. Donc cette recherche de rétention et donc d'améliorer l'expérience du client, elle est fondamentale aujourd'hui. Et vous me disiez aussi en préparation qu'il y avait deux types d'expériences en plus qui étaient en train de se développer avec la création d'un segment ultra luxe qui est quand même assez nouveau et une massification du luxe de l'autre côté, c'est ça? Oui, il y a à la fois tout ce qui est confidentiel et privé. On le voit chaque été, des pop-up à la plage un peu partout dans le monde qui sont déployés et effectivement pour quelques happy few, on va se le dire. Et en même temps, on voit des expériences absolument incroyables, très massives, très visuelles, pour justement attirer le consommateur. Donc je ne vais pas parler de nos marques concurrentes, mais en tout cas sur les Champs-Élysées, on le voit bien en ce moment, notamment. Et c'est ça que les marques de luxe aussi cherchent à déployer. Alors à partir du moment où on comprend que l'expérience a une place centrale encore plus qu'avant dans le luxe, qu'est-ce qu'elle doit transmettre aujourd'hui, cette expérience client? En fait, on va revenir, mais je reviens souvent à l'histoire du luxe, et l'histoire du luxe, c'est donc quelques happy few. On le voit des années 1900 jusqu'à l'émergence du luxe un peu massif dans les années 80, et on a vu une démultiplication des points de contact entre les maisons et les clients, et donc une démultiplication des clients en eux-mêmes. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que vu que chacun a envie, comme le dit Nathalie, d'avoir une relation one-to-one, on va être dans un omni one-to-one. Parce que finalement, vu la quantité de clients, il faut s'adresser à chacun et l'IA peut nous aider sur ces sujets. Et finalement, l'expérience n'a jamais été aussi importante qu'aujourd'hui, mais elle n'a jamais été aussi difficile à apporter et inégale. Et on le voit aussi, c'est un vecteur d'enrichissement personnel. Moi, je le vois lorsqu'on fait pas mal de mystery shopping. Un client local aujourd'hui qui arrive avec un budget entre 5 et 8 000 euros n'est pas forcément très bien traité en boutique parce que globalement, il n'a pas l'attention réelle du vendeur. On reste sur quelque chose de très transactionnel. Moi, ce que je vois, et ça arrive aussi régulièrement, bien entendu, c'est qu'on est sur des bonnes expériences où on va ressortir enrichi. Soit par la connaissance de la maison, soit par la connaissance du produit, soit par une prise en charge telle que le vivent les VIP. Ce sont généralement les VIP qui sont émotionnellement pris en charge par la maison. Et ça, on doit le voir à tout niveau. Et moi, je trouve qu'il y a un enrichissement en fait, qui doit être réciproque. Le client enrichit la maison en monétaire, mais la maison, au-delà du produit, doit enrichir son client. Et enfin, ce qu'on voit, c'est que l'environnement des boutiques a changé. On est passé entre les années 90 et 2000 à une démultiplication des formats retail, mais c'était toujours le même concept qu'on voyait un petit peu partout dans le monde. Et aujourd'hui, on voit une singularité de la boutique. La boutique, j'aime bien la maison Chanel qui dit « One store, one story ». Chaque boutique doit être indépendante et raconter sa propre histoire, notamment avec des codes locaux, que ce soit des artistes, que ce soit des touches culturelles. Et aujourd'hui, par exemple, Cartier, Hermès ou encore Aesop, dont j'adore les boutiques, le font très régulièrement. Donc ce qu'on est en train de dire, c'est qu'Instagram est passé par là. Donc aujourd'hui, finalement, l'image en elle-même de la boutique est très importante. L'image est fondamentale et ça reste un vecteur d'image et ça reste aussi une façon de dire aux clients locaux, aux multi-clients locaux, on n'est pas une marque mondiale, on s'adapte également à votre culture quand on pense monde. Alors Nicolas vient de parler effectivement que si on doit retenir un mot en termes de sentiment d'enrichissement personnel que doit procurer l'expérience, quels seraient vos mots à vous, Nathalie et Élise, pour également définir cette expérience, l'expérience idéale, qu'est-ce qu'elle doit apporter? Alors, moi, je pense que dans l'expérience, notamment dans l'expérience du luxe, il y a deux choses. La première, c'est qu'on est vraiment sur ce que le client est en droit d'attendre quand il rentre dans une boutique. Donc ça, c'est l'acquis. Il va être en droit d'attendre d'être identifié, d'être reconnu, d'avoir certains services. On va lui offrir une boisson, on va éventuellement lui offrir de faire un service de livraison à domicile. Et après, en termes d'expérience, il y a toute la surprise, tout le petit plus qu'on va pouvoir apporter. Donc ça, typiquement, en réalité, le produit, il peut l'acheter n'importe où. Il n'a pas besoin de nous, il va le trouver, que ce soit par Internet, que ce soit dans un magasin, que ce soit ailleurs. Nous, ce qu'on va lui apporter derrière ça et dans cette expérience-là, c'est l'émotion. Donc, ce qu'on va essayer de faire, et là, on en parlait avec Élise avant, c'est de faire un environnement qui va déjà créer cette émotion.
L'environnement, ça peut être, on va travailler sur les 5 sens, alors il va arriver, il va voir quelque chose de beau, il va entendre peut-être une petite musique et pas la radio, on va lui offrir quelque chose à boire, il va peut-être y avoir une odeur spécifique, il va toucher parce qu'il va porter et il va mettre la montre à son poignet. Donc ça, c'est vrai que c'est important. Après, derrière, nous, ce qu'on demande aux équipes, c'est d'avoir une attitude. C'est d'être dans une posture où on a anticipé, on reconnaît le client, on va essayer de lui apporter quelque chose. Ça, dans cette expérience-là, c'est cet engagement, l'engagement des équipes. Et si je ne sais pas si vous avez fait l'expérience quand vous allez à l'hôtel, il n'y a rien de pire quand on vous demande, quand vous êtes au guichet et que vous avez un souci, on vous demande votre numéro de chambre, on ne vous demande pas qui vous êtes, on vous traite comme un numéro. Donc ça, c'est tout ce qu'on veut éviter. Nous, c'est cette individualisation, cette chaleur, cette émotion qu'on va apporter. Donc enrichissement personnel, individualisation, surprise, émotion. Élise, quelque chose à rajouter? Je ne vais pas rajouter grand-chose parce qu'elle a tout dit, mais non, mais l'émotion, c'est le plus important. En fait, vous rentrez quelque part et vous êtes venu, comme elle disait Nathalie, vous venez acheter un produit, vous repartez. Très bien, c'est transactionnel. Mais ce n'est pas du tout ce que nous, on cherche à développer dans nos maisons. C'est vraiment cette relation, donc cette émotion qu'on va générer, le sentiment que ça va nous procurer, les éléments de mémorisation qui vont rester derrière, le fait d'en parler aussi. Parce que quand on a vécu une émotion forte à un moment donné, les meilleurs ambassadeurs, c'est nos clients. Donc quand ils sortent de là, ils disent « Oh, je suis venu à la maison Carita et voilà ce que j'ai vécu, c'est incroyable ». Donc cette émotion, elle est au cœur de tout. Le fait de surprendre aussi le client est important. Parce que quand c'est acquis, comme tu disais, bon, c'est facile. Mais qu'est-ce qu'il va faire qu'il va revenir demain? Surtout dans l'univers du luxe, on ne revient pas tous les jours acheter un produit. C'est parfois des actes d'achat qui sont peut-être semestriels ou annuels. Donc, il faut donner une occasion de revenir. Donc, il faut surprendre au retour. Et ça, c'est hyper important. Et on surprend aussi grâce, et surtout avec les équipes. Moi, ce que je regarde toujours, parce que j'ai travaillé sur d'autres marques, c'est les consommateurs, quand ils vont ensuite sur Internet, partager leur expérience et qu'ils se souviennent du nom de la personne qu'ils ont rencontrée en point de vente. Là, je me dis que c'est fabuleux. Parce que cette relation, cette mémorisation, cette émotion, voilà, elle a une trace. Et elle permet de le garder. Donc c'est important pour nous. Alors à partir du moment où on a défini une sorte de portrait chinois de l'expérience en matière de luxe, je pense que maintenant on attend des exemples. Est-ce que, Nathalie, vous pourriez me donner quelques exemples, par exemple, d'expériences que vous déployez aujourd'hui? Moi, je pense qu'on peut tout imaginer. Finalement, il n'y a que notre propre imagination qui limite les expériences qu'on peut créer. Parce qu'en réalité, tout est possible. C'est juste qu'on n'y a pas pensé. Après, on peut aller de l'expérience la plus simple. Typiquement, nous, on sait qu'on a quelques clients qui aiment une certaine sorte de fromage, notamment le brillant savarin, et on sait que quand ils vont arriver, aux truffes, quand ils vont arriver, on va préparer une petite table avec ce moment de dégustation, parce que ça doit rester du moment plaisir. Et après, on peut complexifier l'expérience en fonction du profil du client. Donc, on va faire des stages de conduite sur glace avec des belles maisons en automobile. On va peut-être, prochainement d'ailleurs privatiser la Tour de Londres pour faire un événement assez spécifique autour de la joaillerie. Donc ça va être un moment waouh. Sur les 24 heures du Mans, pour ceux qui aiment l'automobile, on va les emmener, mais on va les emmener dans un château qui normalement n'est jamais ouvert pour les clients. On va les emmener en hélicoptère jusqu'au circuit. On va leur faire une rencontre avec des pilotes pour qu'ils puissent commenter et suivre la course. Donc ça, c'est intéressant. Mais on a des clients, notamment étrangers, parce que cette expérience-là, elle ne doit pas se limiter aux clients locaux. Elle va aussi pour les clients étrangers. On a notamment des clients asiatiques qui sont assez joueurs. Donc on sait qu'ils aiment ça. Donc on va privatiser le magasin. On va créer un casino éphémère avec des tables de jeu, des roulettes ou autres, etc. On va faire des petites choses. Et puis, on l'a fait avec la maison Carita et on en est très heureux. On crée des expériences. Donc on emmène nos clientes à nous pour leur faire vivre un masterclass où elles vont déterminer la crème qui leur correspond le mieux, le rituel à utiliser. Et là, on est dans de l'individuel parce que ça va être ce qui va leur correspondre à elles. Et en même temps, ce qui est important pour nous, c'est qu'on crée une communauté. Parce que paradoxalement, là où le client cherche beaucoup d'individualisation, il aime bien aussi appartenir à une communauté et à se sentir à l'aise avec des personnes qui auront les mêmes codes, qui vont échanger. Et ça, grâce à des partenariats comme ça, c'est possible.
Alors, vous me disiez d'ailleurs que votre plus belle réussite quand vous aviez arrivé à créer ces communautés de toutes pièces, c'est que les gens se revoient après, sans vous, au-delà de la marque. C'est-à-dire que vous créez une relation interpersonnelle durable entre clients. Exactement. Nous, on est juste un facilitateur de la relation. Élise, vous m'avez fait aussi beaucoup rêver pendant notre préparation. Ah oui, alors on crée pas mal d'expériences, mais ce qu'il faut bien avoir en tête, hein, parce que c'est vrai, ce que tu décris là, c'est pas pour tout le monde non plus, c'est pour une certaine clientèle. Mais nos maisons, elles doivent avoir un rayonnement à l'international, parce qu'effectivement, on a aussi beaucoup de clients qui viennent du monde entier pour vivre cette expérience, parce que bon, bah voilà, ces maisons françaises, notamment, elles ont un intérêt et une envie particulière pour certains de nos clients. Donc nous, on développe beaucoup de choses aussi, comme Nathalie le disait. Si je sors de Carita, on a effectivement créé une expérience sur le flagship de Lancôme Champs-Élysées avec Nina Métayer, que vous connaissez peut-être, qui est championne de pâtisserie, où on a créé un café, une pâtisserie au sein même de la boutique pour justement aller, comme on disait tout à l'heure, proposer une expérience qui va au-delà, permettre aux consommateurs de passer du temps, de discuter, d'échanger. Il y a effectivement aussi le Prada Café qu'on a fait à Londres en partenariat avec Harrods, qui était là encore une expérience sur mesure qu'on a proposée. Et bien sûr, chez Carita, on fait énormément de choses. Il y a un appartement de beauté au 4e étage que tout le monde peut privatiser, qui n'est pas très cher, où on peut organiser justement des expériences sur mesure, là encore avec notre grand chef. Mais l'expérience, elle peut être effectivement très très luxe, mais elle peut être aussi assez simple, tout simplement de rentrer, de faire un diagnostic, poser un diagnostic sur quelqu'un, passer du temps, l'amener, lui proposer une attention particulière. Voilà, c'est le début d'une expérience qui ne s'adresse pas nécessairement qu'aux clients VIP, mais que tout le monde attend. Et vous me disiez, Élise, pendant la préparation, bon, on pouvait citer des exemples autant qu'on voulait, mais finalement, dès que l'exemple était cité, il avait déjà un peu moins de valeur, parce que dans cette bataille de l'attention et concurrentielle qui existe aujourd'hui sur ce secteur-là, l'important, c'est surtout le renouvellement et l'inédit. Ah oui, en fait, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire que retenir le client et le faire revenir, c'est clé. En fait, on parle souvent, il faut recruter en base de données, sur online, etc. Mais non, il faut fidéliser. Il faut fidéliser et donner une raison de fidéliser, donner une raison de revenir. Et ça veut dire changer d'expérience à chaque fois, proposer quelque chose de nouveau qui va au-delà du produit une fois encore. Donc voilà, il faut trouver des partenaires. Les collaborations, c'est hyper important aussi pour essayer de sortir un peu des chantiers un peu établis et surprendre une fois encore. Nicolas, vous nous disiez tout à l'heure que parfois certains clients rentraient dans une boutique de luxe avec un certain budget et n'étaient pas forcément considérés. Est-ce qu'on grade le client? Est-ce qu'à un moment donné, une expérience dans le secteur du luxe, elle est unique pour tous? J'ai bien compris, à l'exception de certains clients d'ultra-luxe, ou elle doit être diversifiée? En fait, pour moi, il doit être diversifié. Il y a une base qui est que chaque client doit être hautement considéré, quelle que soit sa raison du passage. Je dis, ça peut être pour regarder et rêver. Il y a plein de gens qui n'osent même pas pousser des portes de boutique parce qu'ils se considèrent que ce n'est pas pour eux. Mais tout le monde peut pousser ce genre de porte et découvrir. Ou du client qui va passer à certaines centaines de milliers d'euros. Donc, maintenant, qu'il y ait des différences de parcours client au sein des boutiques, moi, ça ne me dérange pas parce qu'il faut penser au même temps ROI, du moment que chacun ressorte satisfait. C'est ça mon point. Aujourd'hui, on sait que globalement, 4% des clients font 40% du chiffre d'affaires des maisons. Donc oui, ces 4%-là sont traités de façon hyper individualisée. Parfois, sur certains vendeurs haute joaillerie, ils ont 10 clients maximum dans leur portefeuille client. Et on va pouvoir créer avec eux des formats exceptionnels comme Bucherer et Carita l'ont proposé. Mais j'aime bien l'expérience de Chaumet qui, au-delà de plusieurs milliers d'euros, propose un appartement VIC, place Vendôme, au 26 Vendôme, dans l'hôtel de Nocé. Le client peut y passer la nuit et dîner avec un chef, par exemple. Et globalement, c'est le What Money Can Buy qu'il faut aujourd'hui créer, que les maisons créent, et on a pu en avoir des exemples. Après, il y a le reste de la pyramide. Pour moi, à très court terme, les maisons doivent aussi se focuser sur la deuxième partie de cette pyramide, à savoir ceux qui ne sont pas tout à fait VIC, mais en tout cas qui peuvent le devenir. Parce que si on va sécuriser tout à peu près 10% de notre base de clients,
on va aujourd'hui sécuriser 50 à 60% du chiffre d'affaires. Dans ces moments où le luxe en ce moment vit quelques soubresauts, c'est toujours bon à prendre. Néanmoins, il y a la base de la pyramide. Et en fait, on le voit, sur 2024, les maisons ont globalement perdu au niveau mondial 50 millions de clients selon Bain et Altagamma. Et cette base a disparu pour plusieurs raisons. La première, c'est que notamment chez les aides, on voit qu'il y a une décorrélation entre le prix payé et la valeur perçue du produit. Et d'un autre côté, ils veulent une expérience en point de vente qui est singulière. Mais c'est une génération qui veut, et comme le dit mon ami Eric Brionne, ils sont tous égaux, mais tous VIP. Donc finalement, comment on va pouvoir traiter individuellement ses clients dans cette masse? Donc là, c'est là où on va trouver des parcours clients spécifiques pour ces clients-là, pour ces types de clients. Et finalement, le vrai sujet, c'est comment traiter de manière attentionnée le volume. Et ce volume, on va pouvoir déjà sur l'expérience de queuing, c'est quelque chose que l'on voit et que l'on travaille avec certaines maisons parce que c'est un vrai point d'attention. Donc déjà, est-ce qu'il y a des parcours privilégiés ou pas? Se pose la question. Comment on anime cette queue? Et après, la création d'une selling cérémonie, des attentions. Et finalement, quel que soit le niveau de clientèle dans cette segmentation qu'on va avoir, un petit geste, un compliment, une attention particulière va faire que oui, on va considérer humainement le client. Et ça, pour moi, c'est fondamental. Donc les choses peuvent rester simples. Tout à fait. Il faut rester dans cette simplicité de la relation. Alors, je vous ai demandé de donner des exemples. Est-ce qu'on peut aussi maintenant passer à une sorte de mini cahier de tendances? Ça veut dire quelles sont les tendances qui se dessinent aujourd'hui, au-delà des exemples concrets, dans le secteur du luxe et en matière d'expérience? Nathalie, je vous laisse la primeur. Pour compléter ce que disait Nicolas, il est sûr que quand on va essayer d'apporter une expérience, on va essayer de casser la relation habituelle client-vendeur. On va être plus sur favoriser des discussions entre passionnés qui vont échanger autour d'un produit. Donc typiquement, dans les magasins, on ne va plus avoir forcément le comptoir. On va aménager nos magasins pour répondre à cette tendance. Donc on ne va plus forcément avoir des comptables et des comptoirs et des tables de vente. On va être plus sur des canapés, des fauteuils. On va même rentrer dans l'espace par le canapé, le fauteuil, et la table de vente va être derrière dans un endroit un peu plus protégé où là on va réellement passer à l'acte d'achat. Et puis on va surtout... alors certains vendeurs nous demandent d'avoir une tenue plus adaptée, plus personnalisée, parce qu'ils vont se sentir plus authentiques et plus à l'aise pour converser avec le client. Et cette authenticité, c'est vraiment pour nous la notion clé. Alors, on la retrouve dans l'univers qu'on va créer, mais on va la retrouver aussi dans les formations qu'on va donner à nos vendeurs, à nos conseillers de vente. Parce qu'on arrête, nous, dans les formations qu'on donne, de passer par des méthodes avec des coches à caser. J'ai dit bonjour, j'ai proposé ça, j'ai pas mis plus de 3 articles, mais on va être plutôt sur un engagement, une mentalité, une façon de fonctionner, et on a créé ce qu'on appelle les hallmarks de Bucherer. La traduction, c'est le poinçon, comme en joaillerie, avec quelque chose de précieux, mais qui en réalité est l'ADN de notre maison. Et là-dessus, ce qu'on va demander aux conseillers, c'est d'avoir de l'appréciation, c'est-à-dire du respect et de valoriser le client, d'avoir de l'empathie. Ce n'est pas forcément des notions jusqu'à présent dans les ventes qu'on mettait en avant, d'avoir de l'authenticité, parce que si on est vrai dans la relation, il se passera quelque chose et là on va toucher le client, d'avoir le sens du détail, parce qu'il faut que tout soit parfait. Ça, c'est comme l'acquis ou le prérequis auquel le client peut être en droit d'avoir lors de son expérience. Et puis la connaissance du produit, ça fait partie des acquis aussi. Et derrière, ce sens de la surprise. Donc ça, aujourd'hui, dans l'approche qu'on a des formations avec les vendeurs, c'est aussi leur laisser plus d'autonomie et plus d'initiative par rapport à ça. Donc un luxe moins imposant, plus authentique aujourd'hui dans ses codes et dans sa relation client. Avec des évolutions des canaux de communication, parce qu'on était peut-être un peu plus passif et attentif quand les clients venaient. Aujourd'hui, on est beaucoup plus proactif. Alors on a des outils CRM et des outils digitaux qui nous permettent de l'être. Et étonnamment, là où l'outil digital va plus cadrer, va donner peut-être plus des contraintes techniques, ça va nous permettre de fluidifier une relation client qui aujourd'hui est légalement plus encadrée. Donc ça va nous permettre de mieux connaître le client et d'avoir le droit de communiquer avec lui, WhatsApp ou autre. Ça nous permet d'avoir plus de liberté sur le sujet.
Et vous disiez aussi, au-delà de la formation et de l'engagement que vous demandez aujourd'hui aux vendeurs, vous me disiez que même les KPI des Mystery Shopping avaient changé. Ça veut dire qu'on n'était plus sur la lumière est bonne, la musique est là, etc. On était sur quelque chose d'un peu plus, effectivement, sur l'authenticité et le sentiment. Exactement, c'est comme pour les formations de nos conseillers, on n'a pas envie d'avoir une visite mystère qui va cocher les cases et qui va nous dire il a un point parce que la lumière était bien, la musique n'était pas trop forte, etc. On a envie d'avoir le sentiment du client. Donc on va avoir 2 types de visites, ou en tout cas 2 types de retours. Un retour que l'on va demander au client qui a acheté pour qu'il donne son NPS, donc son score d'appréciation, mais c'est plutôt vraiment une appréciation. Et la visite mystère, non, on ne va plus donner des notes, on va demander d'être soit ambassadeur, parce qu'on sait que l'ambassadeur, ça va être quelqu'un qui proactivement va recommander notre maison. Après, il va y avoir des préconisateurs. Ils vont la recommander si on leur pose la question, mais pas forcément spontanément. Ensuite, il va y avoir les clients non impressionnés. Bon, voilà, ils ne vont pas la recommander, mais ils ne vont pas en parler non plus spontanément. Et puis, il y aura les déçus et les détracteurs qui, eux, les détracteurs, vont être proactifs pour parler en mal de la maison. Donc on va plus travailler sur cette notion d'appréciation et de sentiment, d'émotion qui va rester du client quand il va quitter notre maison. Donc des KPI qui évoluent profondément dans la relation client. Élise, votre petit cahier de tendance, à vous, c'est quoi? C'est un peu similaire, mais je dirais que ce qu'on voit beaucoup, c'est tous les codes de l'hospitalité qui se déploient dans toutes les maisons de luxe. Effectivement, ça passe par l'accueil. On a à l'entrée de certains de nos magasins ou de nos maisons des concierges, des réceptionnistes qui sont là pour accueillir le client, qui sont là aussi pour le reconnaître et l'accompagner dans sa découverte du point de vente. Ça, c'est un code qu'on déploie dans nos maisons de luxe. D'autres éléments aussi, c'est le fait d'apporter d'autres éléments d'expérience sur le point de vente. Donc, je parlais tout à l'heure de Champs-Élysées de Lancôme avec Nina Métayer et son café, de Prada. On a un restaurant chez Carita aussi qui est géré par Amandine Chéniaud. En fait, voilà, ça c'est vraiment les codes de l'hospitalité qu'on déploie, c'est-à-dire enrichir finalement les expériences sur le point de vente pour là encore faire en sorte que le client reste fidèle à la marque et revienne pour d'autres occasions. Il y a un autre élément aussi qui est important, c'est comment on accompagne nos équipes dans leur formation. Comment on les dote d'outils pour justement anticiper et préparer les clients qui viennent en point de vente. Il n'y a rien de pire que venir depuis 3 ans dans le même salon de coiffure et on vous demande qui s'occupe de vous. Ça fait 3 ans que je viens, normalement, tu devrais savoir qui s'occupe de moi. Et ça, c'est hyper important. Donc, on doit fournir des outils à nos équipes pour leur permettre de préparer les visites qui arrivent, d'anticiper, de reconnaître. Et également, on doit leur donner des outils pour les former à tout l'environnement dans lequel ils travaillent. C'est hyper important de ne pas être focus uniquement sur son point de vente, mais d'être ouvert sur l'écosystème global, quelles sont les grandes tendances, comment la beauté change, etc. Donc on travaille aussi là-dessus. Ça, c'est votre cheval depuis 3-4 ans, oui. Et puis même plus que ça. Je voudrais qu'on revienne aussi sur les collaborations. Vous en avez brièvement parlé. Partenariat, collaboration, c'est aussi une tendance sans surprise qui est très très présente en ce moment dans le domaine du luxe. Oui, c'est partout. C'est pas que dans le domaine du luxe. On a vu pendant des années des Zara, H&M faire des collaborations avec des grands noms. En fait, comment on renouvelle une collection, comment on suscite un intérêt de retourner sur le point de vente, qu'est-ce qu'on offre de différent. Et donc on fait des choses avec Nathalie sur nos clients, on travaille avec aussi Cartier, avec Visa. On essaye d'avoir toujours une approche personnalisée. Et pas que pour nos clients VIP. Vraiment, j'insiste, c'est important, mais tous nos clients sont importants. Et ça va être là, on est à la période de Noël, donc la carte cadeau en point de vente pour offrir un soin à sa femme, son mari, sa mère, etc. Quelle est l'attention, le petit mot, cette personnalisation, elle est hyper importante. Donc ce souci des détails personnalisés, et la collaboration qu'on travaille avec certaines marques, elle est importante pour enrichir une fois de plus l'offre et l'expérience. Alors Nicolas, vous étiez encore en Retail Expedition la semaine dernière avec une grande maison dont on taira le nom pour l'aider à identifier les signaux forts et les signaux faibles en termes d'expérience, faibles, pardon. Alors Nathalie et Élise ont déjà donné beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a on peut compléter ?
Oui, en fait, quand j'emmène les clients, un point que je vois, c'est la complémentarité entre la veille stratégique qu'on va pouvoir faire pour les aider à solutionner un problème et l'expérience du lieu. Je prends souvent cet exemple, c'est qu'à peu près, si vous posez la question, vous vous souvenez à peu près tous d'où vous étiez le 11 septembre quand vous avez appris ce qui s'est passé à New York. Et vous ne vous souvenez pas forcément avec la personne avec laquelle vous étiez, mais vous saviez où vous étiez. Et cet ancrage physique local qui est pour moi une vraie importance. Et quand on voit aujourd'hui dans les points de vente, donc il y a la partie VIC, hospitalité dont on a parlé. D'ailleurs, on a fait récemment un comparatif sur LinkedIn qui est disponible sur les différents types de cafés qu'une maison va pouvoir servir à ses clients. Et on voit qu'au simple café, il y a une dizaine de points de critères qu'on va pouvoir mettre en place. Et au-delà de ça, c'est le côté artisanat, culture, art, qui revient aussi de plus en plus en point de vente. Et sur ce point, je vous invite vraiment tous à visiter le nouveau flagship de Diptyque, qui est rue du Faux, où là, typiquement, ils ont mis en avant un savoir-faire d'artisanat français au service d'une retail excellence qu'on va retrouver. Après, il y a des œuvres d'art. On va trouver notamment chez Saint-Laurent sur les champs. Enfin, il y a beaucoup de maisons qui le déploient. Et enfin, sur cet aspect culturel, des nouveaux formats, même retail, qui apparaissent, comme Saint-Laurent qui a créé sa librairie Rive Gauche. Donc voilà, c'est ces aspects VIC, hospitalité et culture, on va dire art-culture, qui apparaissent. Alors sur la comparaison du café, j'invite l'auditoire à vous suivre sur LinkedIn, parce que c'est là qu'on retrouve ce post que j'ai trouvé effectivement très amusant sur tous les critères et les différences qu'on pouvait retrouver autour d'un café dans les maisons de luxe. Je suis obligée d'en parler, de l'évoquer. Donc, c'est le buzzword depuis 2 ans, l'intelligence artificielle et son rôle peut-être dans l'expérience. Est-ce que luxe et technologie, sur le sujet dont on parle en ce moment sur scène, ça va ensemble? C'est moi qui commence. Je crois qu'on avait dit qu'on commençait par Nicolas, mais on peut commencer par Élise. Élise. Alors, je commence. Alors, chez L'Oréal, on l'utilise depuis longtemps. On parle beaucoup de beauty tech. Donc, beauty tech, c'est vraiment les outils en point de vente qu'on déploie pour accompagner le diagnostic personnalisé qu'on va produire en point de vente. Les outils et l'IA, c'est important. C'est important à la fois en back-office pour optimiser les ventes. Tout à l'heure, il y avait Emmanuel Grenier qui parlait justement de la supply, s'assurer qu'on a le bon assortiment au bon moment par rapport au consommateur qui vient, le réapprovisionnement des stocks. Donc ces outils-là et l'intelligence artificielle va nous aider justement à optimiser cette productivité pour que les équipes se concentrent sur l'accompagnement qu'elles ont avec le client. Il y a ensuite les outils sur le point de vente. Donc on a des outils diagnostiques pour trouver faire un diagnostic de peau, pour trouver son fond de teint, pour faire un diagnostic cheveux, pour avoir justement la routine la plus appropriée. Donc ça, c'est hyper important. Ça vient enrichir le diagnostic qui est fait par le beauty advisor, le conseiller de vente, mais qui est basé sur justement une analyse très précise des différents types de peau dans le monde et justement permet d'accompagner et de personnaliser l'offre. Et ensuite, il y a tous les outils qu'on met entre les mains de nos équipes sur le point de vente, les outils de clienteling, les outils qui vont aider la conversation, les outils qui vont préparer justement le consommateur qui va se présenter en point de vente. Et ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille depuis très très longtemps, qui sont déployées partout dans nos points de vente. Et c'est crucial aujourd'hui pour être vraiment dans une offre personnalisée. Alors, donc L'Oréal est très avancé en matière d'IA, puisque vous l'implémentez nativement maintenant dans votre ADN. Mais tout le monde n'est pas L'Oréal, donc l'IA et la technologie en général dans le luxe. Nicolas, je me tourne vers vous. Est-ce que c'est partout pareil ou est-ce qu'on a les mêmes avancées? Alors, on va reprendre un petit peu en arrière. Depuis le Covid, on avait une post-Covid où on pensait que la digitalisation allait révolutionner entièrement le métier. Oui, en partie, et Élise l'a montré. Moi, j'ai bien commencé par une étude de Bain et Comité Colbert l'année dernière qui disait que 75% des clients des maisons sont ouverts à une expérience digitale, une application technologique, mais pas dans leurs mains.
elle doit rester dans les mains du vendeur et elle doit être aussi qualitative que, comme je le dis en intro, l'expérience produit de la maison. Donc là, forcément, il y a un côté, qu'est-ce qu'on met comme outil dans les mains du client et savoir pas grand-chose. Et j'aime bien une citation aussi de Lorenz Baumer qui dit « L'expérience digitale devient acceptable si l'on accompagne le client et si le vendeur s'émerveille avec lui ». Donc il y a une vraie connivence et finalement la technologie vient comme un lien entre le client et le vendeur. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que la technologie sans valeur ajoutée, ou une valeur ajoutée extrêmement faible, côté client, est complètement dépassée. Aujourd'hui, on le voit, hein, de toute façon, il n'y a quasiment plus que des écrans, il n'y a quasiment plus aucune expérience digitale qu'on va mettre au client, hormis des choses de type beauty tech, de chic personnalisation, pour pouvoir le présenter. Un exemple que j'aime bien, c'est un des derniers pop-up d'Hermès Parfum qui a fait pour le lancement de Barenia, où là, on avait une expérience digitale qui était la découverte de l'ADN, de pourquoi tel produit, pourquoi le collier de chien et ainsi de suite, et la maison. Donc c'était une boucle vidéo avec de l'interactivité qui n'était pas d'une haute technologie malgré tout, qui était très bien faite. Et d'un autre côté, une expérience no-tech qui était un croquis de mode fait par une modéliste et qui était centré sur le client. Donc là, la cliente repartait avec son propre croquis. On est hyper client-centric, on apporte quelque chose de nouveau parce que généralement on ne le voit pas trop en termes d'animation. Et derrière, bah c'est ça qu'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire que le côté du client, on va lui offrir des choses riches, mais pas forcément technologiques. La techno reste dans les mains du client. Et dans ce cas-là, oui, les possibilités sont extrêmement fortes et nombreuses en termes d'outils. Il y a plein de startups et de providers ici qui le montrent, mais c'est surtout côté vendeur. Mais après, ça va être aussi l'utilisation de ces outils qui, moi, m'intéressent. Parce que là, je faisais toujours en boutique un mystery shopping, et on voit que le vendeur, tape sur son téléphone quelque chose, 2-3 minutes. Je ne comprends pas vraiment pourquoi et qu'est-ce qu'il fait. Et en fait, on se rend compte qu'il commandait les pièces pour qu'un runner lui apporte. Mais ça, il faut se poser la question de, dans mon parcours client, dans ma selling cérémonie, comment j'intègre de façon extrêmement fluide aujourd'hui ces outils technologiques. Parce que là, il y a une vraie rupture de contact entre le client et le vendeur qui, pour moi, est dérangeant parce qu'on perd le fil de la conversation. Donc, il faut au contraire qu'on valorise cette attention et ce service. Il faut que la technologie apporte cette fluidité, mais qu'elle soit extrêmement bien intégrée d'un point de vue humain. On peut dire finalement qu'il y a un léger retour en arrière sur le côté un peu claquant, gadget qu'on voyait il y a 3-4 ans sur les points de vente avec beaucoup de techno, beaucoup d'initiatives, beaucoup de tentatives. Tout à fait, on le voit à Paris, on le voit à Londres, on le voit un peu partout. Et effectivement, le client est revenu aussi de ça en termes de besoins et d'attentes. Nathalie, votre position sur la technologie? Alors, je rejoins totalement Nicolas. Il faut que la technologie soit, et les nouvelles technologies en particulier, un facilitateur de la relation. Si ça fluidifie et si ça apporte quelque chose à l'expérience, c'est bien. Si c'est juste se faire plaisir et utiliser une nouvelle technologie pour montrer qu'on est à la pointe de la technologie, en tout cas dans l'expérience client, ça a moins de sens. Maintenant, c'est très intéressant, notamment pour les générations Y et Z qui sont nées avec, et qui parfois ont un peu de mal à pousser la porte de magasins plutôt impressionnants. Donc là, ils vont aller chercher auparavant des informations sur les produits, sur la maison, sur l'histoire. Et là, la nouvelle technologie, elle rend le luxe plus accessible. En ce sens-là, qu'on va aller chercher l'information. Ce qui veut dire aussi que quand le client il va rentrer en magasin, ça va être un profil de client un peu différent parce qu'il est déjà connaisseur. Et donc, on n'est plus dans une relation de vente, on est dans une relation de partage. Donc, ça, c'est intéressant. Nous, on est en train de développer une nouvelle app qui a été déjà implantée au Danemark et en Allemagne et qui arrive l'année prochaine en France pour faciliter aussi la rapidité de la relation avec le client parce que c'est un élément important aujourd'hui dans la rapidité. Donc, on va lui permettre d'avoir un portefeuille qui enregistre ses montres. On va lui offrir des services. Il va pouvoir, par exemple, assurer ses montres. On va pouvoir aussi lui permettre de nous proposer une montre à racheter. Donc voilà, toutes ces nouvelles technologies, elles apportent quelque chose en ce sens-là sur cette relation. Alors, sujet suivant, c'est l'humain. J'avais écouté Nicolas, on aurait peut-être passé presque toute la table ronde dessus d'ailleurs, parce que pour vous, l'humain, finalement, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est la première chose que vous m'avez dit quand on a pris contact. Vous m'avez dit c'est la clé de tout.
Oui, parce qu'on peut tout imaginer en termes d'expérience client, en termes de tech, en termes de tout ça. Si, in fine, le client passe un mauvais moment humain avec la personne qu'elle aura en face, forcément, tout le reste va ne pas être de qualité. Donc, c'est un énorme défi. Et aujourd'hui, on voit dans le secteur, on a un vrai problème de recrutement de personnes qui ont envie de passer un moment humain avec une autre personne en face d'elle. Et finalement, on voit deux types de profils qui émergent avec les types de customer journey dont on parlait tout à l'heure. Des vendeurs pour les VIC, qui là sont des hyperstars et qui ont quelques clients à gérer, et les vendeurs pour les autres clients. Et là, on voit un turnover très important. On voit des générations qui restaient avant plusieurs années au sein de la maison. Donc, on pouvait construire et il s'intégrait l'ADN de maison. Et aujourd'hui, le turnover est beaucoup plus fort. Donc, il faut des outils aussi extrêmement rapides pour les former. Et là, le digital peut nous aider à ce niveau-là de façon très forte. Élise, votre avis ? Ben, c'est essentiel. On termine par ce sujet-là, mais on aurait pu commencer par l'humain, parce que c'est au cœur de la réussite de l'ensemble de nos marques et de nos maisons. L'enjeu qu'on a, et Nathalie l'a dit très bien, c'est que le consommateur est ultra informé quand il arrive en point de vente. Ultra informé. Donc, qu'est-ce qui va faire en sorte que moi, mon conseiller de vente, va apporter quelque chose de différent ou que le consommateur en face de lui ne connaît pas? Et donc, cet enjeu d'éducation permanent, c'est crucial. Parce qu'en fait, il doit pouvoir répondre à tout type de consommateurs. Donc, on parlait de la Gen Z, Gen Y, etc., qui ont des comportements aussi de consommation différents. Donc, il faut les former face à ça. Il faut ensuite, je le disais un petit peu tout à l'heure, il faut les éduquer sur l'écosystème global. On ne peut pas se dire, voilà, je suis sur Lancôme, je regarde que Lancôme et je ne m'intéresse pas à ce que la concurrence fait ou ce que d'autres industries font ou ce qui va se passer à côté de moi. Donc il faut leur donner tous les éléments de connaissance pour qu'ils prennent bien en compte justement ce qui fait aussi l'actualité des marques dans cet environnement-là. Ensuite, on en parlait, mais le consommateur, il veut toujours quelque chose de différent. Donc ça veut dire qu'on doit former nos équipes régulièrement à des nouvelles technologies, à des nouveaux protocoles, à des nouvelles connaissances. Et ça, c'est important aussi. C'est très impressionnant. Et ça, c'est hyper important parce que il faut aussi leur donner à eux les éléments d'envie de rester. En fait, dans le domaine du retail, c'est vrai que la difficulté, c'est de faire en sorte que nos équipes terrain soient engagées, mais aient envie de rester, qu'il y ait ce sentiment d'appartenance. Donc, il faut les former, il faut travailler un chemin de carrière pour ces personnes-là. Donc, il faut aussi les amener à intégrer des nouveaux éléments, des nouveaux outils aussi. Et prendre en considération l'environnement technologique dans lequel ils évoluent. Donc, nous, on aime bien dire qu'on a des BA augmented. C'est-à-dire qu'en fait, on les forme sur la technologie et les outils qu'on déploie de la beauty tech pour justement accompagner leur discours. Et ils ont une connaissance, franchement, du coup, des algorithmes qui est assez impressionnante. Donc ça aussi, ça les développe, eux, et leur donne encore plus envie de rester dans la marque. Nathalie, il y a une très grande stabilité dans la maison Bucherer, on en a parlé ensemble. Votre recette, votre mode d'emploi pour justement garantir et pérenniser cette stabilité, c'est quoi ? Alors, on a beaucoup de chance, effectivement, on a très peu de turnover, et ça, on l'apprécie. Mais quand on parlait d'authenticité tout à l'heure, souvent, nous, nos premiers clients sont nos équipes. Et on doit les traiter de la même façon qu'on traite nos clients. Donc, on doit être authentique, on doit valoriser les performances et les réussites, on doit les surprendre de la même façon, les chouchouter. C'est pas pour rien que dans les salles de repos, on les aménage comme on aménage les magasins. Donc on a des fauteuils relaxants, on a un certain nombre de choses. On leur fait vivre aussi des expériences assez uniques, que ce soit à l'opéra ou dans des moments sportifs. Donc ça c'est important. Après, au quotidien, on va essayer de donner du sens à nos équipes. C'est-à-dire que beaucoup de nos équipes sont jeunes, elles ont envie de se sentir écoutées, elles ont envie aussi d'apporter quelque chose. Et c'est vrai que dans ces cas-là, on accepte de se remettre en cause parce qu'à plusieurs têtes, on réfléchit mieux. Donc, par exemple, on a beaucoup d'alternants. Les alternants qui sont là, quand ils ont un sujet et qu'ils ont envie de le porter, on va les accompagner parce que ça veut dire que peut-être nous, on n'y a pas pensé auparavant. Et ça, encore une fois, c'est important. Et puis, ce qui est important pour les jeunes, c'est de donner du sens. Alors, il y a l'engagement RSE, évidemment, à la fois pour nos clients parce qu'ils ont envie de partager les mêmes valeurs qu'une maison et d'être aussi responsable vis-à-vis de l'environnement, de la société dans laquelle on a, mais aussi pour nos équipes.
On participe typiquement à un programme qui a été monté, qui s'appelle le programme Impact, qui a été monté par un médecin à Necker qui s'appelle Céline Gréco et qui aujourd'hui vise à l'intégration pour l'aide sociale à l'enfance. Donc il y a plusieurs moments, parce que la plupart des personnes qui sont accompagnées par leurs parents ont une idée des différents métiers qu'on peut exercer et ont une envie. Mais les jeunes de l'aide sociale à l'enfance, quand ils sont petits, ils ne l'ont pas. Donc nous, on va participer et aller à la journée du village des métiers pour expliquer ce que c'est que l'horlogerie, voir comment on peut démonter un mouvement pour créer une envie. Ensuite, on va les accueillir en stage et on va, pour certains en tout cas, les intégrer. Et ça donne une grande fierté et ça donne une solidarité au sein de l'équipe. Mais une solidarité au sens propre, parce qu'ils ont donné, ils ont reçu, il s'est passé quelque chose. Donc on est acteur, on n'est pas simplement un employé d'une maison, on est acteur de la propre maison et de ce qu'elle va devenir. Et ça, je pense, c'est essentiel. Oui, vous me disiez, l'idée peut venir vraiment de n'importe où et de tout collaborateur, même alternant sur des projets pour l'entreprise. Alors, je vais un petit peu vous presser. On a un petit peu moins que ce qui est prévu sur le timer pour la conclusion, pour essayer de juguler le retard qu'on a pris au démarrage. On a 2 minutes. Pour une conclusion, qu'est-ce que vous diriez sur ce mot de la fin? Ah, très bien. Alors, je dirais quelque chose dont on n'a pas tellement parlé finalement, qui est que l'expérience, elle doit être omnicanale. Je pense que c'est important, je n'enfonce pas une porte ouverte, mais c'est identique parce qu'on peut vivre une expérience exceptionnelle en point de vente et derrière, il faut que cette expérience, elle continue. Elle continue sur le online, elle continue après l'acte d'achat. Donc, c'est hyper important qu'on ait tous les outils aussi pour permettre aux clients de rester en contact avec la marque, mais de lui apporter un conseil, une recommandation ou un contenu même auquel il n'a pas été présenté sur le point de vente. Et ça, je pense que c'est quelque chose sur lequel on a encore pas mal de travail à faire, parce que souvent, on peut vivre une expérience exceptionnelle en point de vente, et puis après, sur le online, on est face à nous-mêmes. Alors que je pense que voilà, le fait que ce soit complètement intégré, c'est encore un des sujets sur lesquels on doit travailler. Oui, vous me disiez, c'est moins à la mode, on en parle moins, et pour autant, le sujet est toujours bien présent. On n'en parle pas beaucoup, mais en fait, c'est au cœur de nos enjeux, tous les jours. Nicolas? Moi, je dirais qu'en ces temps un peu chahutés, l'expérience n'est pas forcément quelque chose qui coûte cher. À proposer aux clients une expérience de qualité n'est pas forcément synonyme de grand budget. Il faut faire attention, il y a beaucoup de bon sens aussi. Encourager ces équipes, les booster en ces périodes de Noël notamment, pour qu'elles soient au meilleur d'elles-mêmes et qu'elles proposent, parce que l'humain est tellement important. Je pense qu'il y a finalement un capital retail qui est fait par les maisons aujourd'hui, donc autant l'exploiter au maximum. Donc voilà, soyez smart dans ces périodes pour une expérience qui est très bonne, mais pas forcément très coûteuse. Nathalie, vous avez le mot de la fin? Oh là là. Je dirais investissons dans nos équipes, parce que c'est ce qui fait notre richesse, c'est ce qui fait la qualité de la relation humaine qu'on va avoir avec nos clients derrière. Utilisons les nouvelles technologies dans la mesure où ce n'est pas une fin en soi et où elles apportent quelque chose. Sachons écouter nos équipes et nos clients, parce que nos équipes, notamment les jeunes, ce sont eux qui vont faire le monde de demain. Donc, ils ont une vision qui est intéressante. Et puis, donnons de la valeur au métier de la vente. Parce qu'aujourd'hui, la vente, on y vient souvent par défaut, parce qu'on n'a pas trouvé autre chose, parce qu'elle n'est pas non plus au sein de la maison forcément la plus valorisée. Mais c'est essentiel. C'est ce qui fait derrière qu'on va pérenniser nos métiers. Et c'est très riche et très moderne. Donc, vive la vente. Vive les vendeurs. Merci beaucoup. Merci à tous les trois.